Nous trouvons la nef, qui comprend le vaisseau central et les éventuels collatéraux. C'est le lieu principal où se tiennent les fidèles lors des célébrations et des offices. Le transept est une nef transversale qui coupe à angle droit la nef principale d'une église et qui lui donne ainsi la forme symbolique d'une croix latine. Outre ce côté symbolique, le transept participe à la solidité de l'édifice, à la manière de deux arcs-boutants géants. La croisée du transept est la partie centrale commune avec le vaisseau principal de la nef. Le plus souvent, la croisée sépare la nef et le chœur. Le chœur est la partie de l'église réservée au clergé. C'est là que se situe l'autel et le prêtre pour dire la messe. Le chœur peut comprendre des travées et se terminer par une abside. L'abside est la partie saillante en demi-cercle, généralement orientée vers l'est. Son emploi délimite un espace privilégié qui attire le regard et où l'on peut mettre en valeur une statue ou un décor peint. On peut aussi trouver des petites chapelles dans l'abside. La plupart des édifices religieux sont conçus sur ce même principe. En architecture, un arc est destiné à franchir un espace plus ou moins grand au moyen d'une courbe reposant sur deux points d'appui. Ce procédé de construction, adopté par les Romains, est très utilisé au Moyen Âge. On doit d'abord monter un échafaudage en bois appelé cintre, afin de créer une structure temporaire sur laquelle on peut placer les pierres. La clé d'arc est la dernière pierre posée, c'est elle qui confère à l'arc sa stabilité. Si l'on prolonge l'arc, on obtient une voûte en berceau. Elle soutient le plafond et sert de toit. Il y a alors une forte poussée sur les murs qui doivent être très épais pour la supporter. Seul ce type de voûte est employé jusqu'au XIe siècle. Elle est caractéristique de l'architecture romane. C'est pendant le XIIe siècle que l'arc en ogive, formé de deux portions de cercle, est adopté successivement dans les provinces de France et dans tout l'Occident. La voûte d'ogive consiste à construire des arcs qui reposent sur des piliers et qui se croisent à la clé de voûte. Ainsi, la poussée exercée par la voûte est rejetée sur les piliers et non sur les murs qui peuvent désormais être ajourés ou supprimés. Il suffit de construire des piliers les plus solides et les plus hauts possibles pour élever des voûtes à des hauteurs impressionnantes et créer ainsi des volumes gigantesques caractéristiques de l'architecture gothique. Pour aider les murs à tenir, les bâtisseurs du Moyen Âge ont utilisé le contrefort. Un contrefort est un renfort de maçonnerie saillant et massif qui sert à contenir les effets de la poussée des arcs et des voûtes en plein cintre. Véritables piliers verticaux faisant corps avec la maçonnerie des murs, les contreforts constituent donc un élément primordial de l'architecture romane. À l'arrivée des voûtes à croisée d'ogive, les contreforts vont se transformer. Un arc-boutant est un arc léger qui contre la poussée latérale des voûtes et les achemine plus loin vers le pilier de culée. Ce dernier est le plus souvent couronné d'un pinacle. Ce poids important permet d'asseoir la poussée reçue vers le bas en allégeant visuellement l'arc. Sa finesse et son rôle dans l'équilibre et la solidité de l'édifice font de l'arc-boutant un élément caractéristique de l'architecture gothique. Les murs de l'église romane sont très épais pour pouvoir supporter le poids des arcs et des voûtes. Ouvrir un grand espace est impossible, car cela fragiliserait les murs de l'édifice qui s'écrouleraient sous le poids du plafond. Les ouvertures doivent alors être les plus petites possibles. Les églises sont très sombres et la lumière, incarnation de Dieu, reste à l'extérieur. Avec l'arrivée de la voûte à croisée d'ogive, les murs peuvent être percés à volonté. On va pouvoir percer de très grandes baies et développer l'art du vitrail. Le vitrail est une composition décorative formée de pièces de verre. Celles-ci peuvent être blanches ou colorées et peuvent recevoir un décor représentant des scènes de la vie de Jésus ou des saints. Ce nouvel art permet aux églises de devenir des édifices baignés de lumière. Les grandes ouvertures et le vitrail sont caractéristiques de l'architecture gothique. Au début du Moyen Âge, la sculpture sur pierre est principalement constituée de motifs d'entrelacs géométriques. Entre les alentours de l'an 1000 et le milieu du XIIe siècle, la sculpture figurative monumentale se développe pour prendre place tout d'abord sur les chapiteaux, les modillons et les tympans. Les dimensions ne sont pas respectées et les volumes sont déformés.
Très simple sur les premiers édifices romans, le tympan devient de plus en plus décoré, à la fois pour magnifier la maison de Dieu et participer à l'instruction religieuse en représentant principalement des thèmes issus de la Bible ou de la vie des saints. Jusqu'à la fin du XIIIe siècle, en France, les statues sont ensuite peintes de couleurs vives. La sculpture connaît un vif essor lié au chantier des grandes cathédrales. Les éléments caractéristiques de l'architecture romane sont donc des arcs en plein cintre, des voûtes en berceau, des murs épais, de puissants contreforts et de petites fenêtres. Les édifices romans sont plutôt massifs et relativement sombres. Les éléments caractéristiques de l'architecture gothique, en revanche, sont donc des arcs brisés, des voûtes à croisées d'ogives, des murs fins et hauts, des arcs-boutants et de grandes baies. Les édifices gothiques peuvent donc être très élevés avec des volumes baignés de lumière.